jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, journaliste spécialiste de l'interview, longtemps complice de Laurent Ruquier, entendu dans divers médias, de la radio à la télévision jusqu'à la presse écrite, écrivaine française, auteur de Vous pouvez répéter la question, Coccinelle ou encore Ces libellules qui me font signe. Aujourd'hui, Florence Belkacem vient nous voir pour son ouvrage Cueilleuse de signes, sorti aux éditions Guy Trédaniel. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Florence Belkacem. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Je sens qu'on va passer une très bonne émission. Vous n'en doutez pas, vous me regardez pour dire ça. Oui. Je suis très heureuse déjà de la discussion que nous avons eue en début d'émission. On s'est parlé de quelques petites choses qu'on va bien sûr évoquer tout du long de cette émission, notamment votre ouvrage Cueilleuse de signes. D'abord, pour démarrer cette émission, et puisque c'est l'ADN de cette heure-là, tentez de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, même si pour le coup, là, ça va être assez indissociable. Je vous demanderai 3 mots pour vous décrire, vous diriez lesquels? Volontaire, travailleuse, positive. Et positive. Eh bien, on va voir si ça colle avec vous tout au long de cette émission. Le début, toujours les débuts. Florence Belkacem, vous êtes née un 23 août dans les années 60 à Paris. Quel genre de petite fille vous diriez que vous étiez et quel genre de passion vous nourrissiez? Alors, j'étais une petite fille très curieuse. J'aimais beaucoup. Alors, j'étais très intéressée par la nature, les insectes, les animaux. J'ai appris à parler la langue chat avec mon chat, avec un chat que maman m'avait offert. Enfin, elle l'avait rapporté dans une corbeille du marché. Pitouf. C'était Pitouf. Et d'ailleurs, j'avais donné. Je trouvais ce prénom. Je ne sais pas d'où il est venu, mais j'aimais tellement ce petit prénom que je l'ai donné à ma poupée préférée, elle avait des cheveux blonds. C'était assez drôle. Et donc j'ai en fait. Comment dire, je pense qu'on apprend beaucoup en fait des animaux parce que j'ai eu ce chat, j'ai eu aussi un petit moineau qu'on avait récupéré tombé du nid, que papa m'avait mis dans le creux de ma main comme ça, cette petite chose toute chaude et qui ensuite était devenu mon meilleur compagnon. Je rentrais de l'école, on l'enfermait dans une pièce, il arrivait, il se posait sur mon épaule comme pour me raconter sa journée, etc. Donc j'étais très attirée par les animaux. J'étais à la fois créative, je dessinais beaucoup, j'essayais de coudre. Papa était bricoleur, donc évidemment je le suivais. Marteau, clous, planches, bois. Et puis aussi, j'aimais beaucoup aussi raconter ma vie. J'écrivais. Alors, dès que j'avais un carnet, des agendas, alors je notais tout, taratata, belle journée, j'ai eu ça, aujourd'hui c'est moins bien, j'ai l'âme un peu triste, j'ai pas eu une bonne note, enfin voilà, j'étais obligée. C'est vrai que en fait, si aujourd'hui j'ai repris, je dis que j'ai repris le fil de l'écriture, parce que il était déjà là, ce fil de l'écriture. Et je n'ai fait que le reprendre, finalement, pour continuer une sorte de journal. Et j'ai envie de dire que finalement, vous avez retrouvé votre âme d'enfant, que peut-être à un moment vous aviez laissé de côté, puisqu'on entend quand vous décrivez l'enfant que vous étiez, que finalement, c'est comme si vous vous décriviez aujourd'hui, dans ce que j'entends. Il y a l'amour des animaux, l'amour de la plume. La plume est un mot important, on va y revenir dans cette émission, évidemment. Pour globaliser un peu ce que vous venez de nous dire, quel genre d'enfance vous diriez alors que vous avez eu en étant cette petite fille-là, et dans quel cadre familial vous avez grandi? Alors, donc, une enfance heureuse, une enfance... j'ai été une enfant choyée. Moi, j'étais la dernière de la famille. J'avais 2 grandes sœurs. Donc, j'étais vraiment un peu comment dire, la petite à qui on passait parfois un peu certaines choses. Je sais que je faisais beaucoup rire mon père. On boxait ensemble. Enfin, tout était un peu permis avec moi. Alors que papa était quand même un homme sévère. Et avec mes 2 autres sœurs, ça a peut-être été un petit peu moins facile. Une autre histoire. Voilà, une autre histoire. Mais on a vécu dans une famille assez simple, avec, alors évidemment, une maman venue de l'Est de la France, d'Alsace-Lorraine, un papa kabyle venant sur la terre française à l'âge de 17 ans rejoindre son papa, qui lui avait quitté son bébé en Kabylie parce que sa jeune épouse
venait de décéder à la naissance de papa. Et je pense que il s'est dit que il ne pouvait. Enfin, il s'est dit qu'à 25 ans, sa jeune femme, c'était ma grand-mère, donc Tassadit, dont on n'a jamais parlé à la maison. Je veux juste vous en donner la raison. Il s'est dit que on l'aurait probablement remarié dans le village où il était. Et il n'avait donné son amour qu'à une seule femme, à cette jeune fille Tassadit, qu'il a dû aimer comme un fou. Et il a laissé papa dans les mains d'une tante qu'il a élevée. Et le jour des obsèques de mon grand-père, papa, tout à coup, on était très peu nombreux autour de la table d'un déjeuner. Et tout à coup, papa s'est mis à évoquer sa maman. Et il a dit, de mes 3 filles, c'est Florence qui ressemble le plus à maman. Elle avait des yeux verts, des cheveux blonds vénitiens. Et je me souviens, elle me portait sur ses épaules et on allait toucher les oliviers, les figuiers, etc. Et là, un cousin que papa connaissait pas très bien, qui était gendarme à Alger, lui a dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? C'était pas ta maman, la femme dont tu parles, c'était ta tante. Et là, mon père, tout à coup, s'est raidi en disant, mais qu'est-ce que tu sais de plus que moi ? Et le cousin lui a répondu, moi je sais, visiblement toi tu ne sais pas. Ta maman est morte quand elle t'a donné la vie, et ton père, par pudeur, probablement pour ne pas te faire porter la culpabilité de sa mort, a gardé ce secret toute sa vie. C'est très beau ce que vous nous racontez, Florence Belkacem, dans votre ouvrage. Vous le romancez de façon tout à fait différente parce que vous allez, vous qui longtemps, dites-vous, avez eu peur de renouer avec vos racines berbères, vous allez finalement pèleriner. Et dans ce pèlerinage, il y a ce grand secret de famille que vous avez dû connaître bien plus tard finalement, mais pas récemment pour le coup, comme vous le racontez dans cet ouvrage. Déjà, tout d'abord, pourquoi vous aviez si peur de renouer avec vos racines avant de savoir qu'il y avait ce secret de famille? Parce que papa, lui, quand même, donc quand cette tante est morte, papa a été récupéré par les pères blancs, les prêtres catholiques. Voilà. Donc il a eu une éducation française, catholique, etc. Et à 17 ans, donc quand il arrive en France et qu'à 22 ans, il va tomber fou amoureux de cette jeune fille Lorraine, qui est maman avec ses yeux gris-bleu. Et maman n'aura jamais quasiment entendu parler de sa vie de Kabylie, à peine d'Algérie, etc. Mais mon père se faisait passer pour un Italien. Comme il était beau comme un dieu, avec un sourire blanc et des yeux noisettes, il a fait fondre le cœur de beaucoup de femmes. Et donc, tout ça pour vous dire que ça n'a pas été simple finalement parce que dans ma famille, il était tabou de parler quasiment de cette grand-mère Tassadit parce que, moi j'ai découvert très tardivement le nom de cette grand-mère parce que mon grand-père, maman et papa pensaient que mon grand-père avait abandonné sa femme et laissé le bébé seul en Kabylie pour aller mener la vie en France, et pas du tout. Et oui, c'était un chagrin d'amour plus qu'autre chose. Voilà. Donc finalement, c'était un désespoir d'avoir un enfant qui avait quelque part peut-être été à l'origine de la mort de la femme qu'il aimait plus que tout. Voilà, le poison de la douleur, c'est-à-dire que quand mon grand-père a fait toute sa vie, a vécu toute sa vie à l'hôtel, toute sa vie, et quand ce garçon de 17 ans arrive dans l'escalier avec sa valise, une petite valise, il n'avait pas grand-chose, papa, et qu'il a toqué à la porte, et que tout à coup, mon grand-père a ouvert la porte, et qu'il a vu ce garçon qui était fort, puissant, beau, il s'est dit, elle lui renvoyait l'image de sa femme. Il a réveillé le poison de la douleur. Et en fait, toute la vie, il y a eu une sorte de non-amour entre papa et mon grand-père, puisque papa ne savait pas les raisons. Et alors, on m'a parlé de la pudeur, kabyle, etc. Mais je pense que mon grand-père, c'est ce que dit l'héroïne du livre, Pauline. Mon grand-père, en fait, a accepté le destin, la mort fati. C'est-à-dire qu'il considérait qu'il était maudit, que sa vie a été maudite, qu'on a fracassé sa vie, on a fracassé son bonheur. Et il l'a gardé pour lui, toute sa vie. Finalement, c'est aussi un acte d'amour de ne pas avoir dit la réalité, la vérité à son fils, qui aurait été très douloureuse à vivre aussi pour un enfant, pour dans sa manière de grandir. Donc finalement, derrière tout ça, il y a aussi un acte d'amour. Florence Belkacem, tout récemment, vous êtes partie de Béjaïa à Tizi Ouzou, c'est ce que vous racontez dans votre livre, Pauline. Voilà. Bien sûr, c'est un voyage introspectif que vous nous racontez, une façon d'enquêter sur vos racines, et qui mieux qu'une journaliste pour ce faire, ce que vous êtes devenue bien sûr en grandissant, puisqu'on est dans le parcours
parcours de votre vie. Vous allez commencer votre carrière à Europe numéro 1 à l'époque. Vous avez une vingtaine d'années. Grâce à Jean-Pierre Elkabbach. Grâce à Jean-Pierre Elkabbach. Vous poursuivez à RTL avec des interviews quotidiennes matinales intitulées Jamais toujours, puis Noir et Blanc. L'occasion de vous demander, puisque vous venez de nous confier ceci, si Jean-Pierre vous avait conseillé, comme il l'a fait avec Léa Salamé ou encore Sonia Mabrouk. Jean-Pierre, parce que en fait, j'avais fait quelques piges, je crois que c'était pour le magazine VSD, enfin je faisais des échos politiques et tout, et j'étais allée un peu le cuisiner, etc. Et c'est juste après mes études, et il m'a dit, oh là là là, dis donc, vous savez faire parler les gens, vous, hein. Vous pourriez me faire raconter ma vie là en 3 minutes, en quelques heures. Et il m'a dit, vraiment, il faut que vous deveniez intervieweuse. Hein. Il n'a pas dit journaliste, intervieweuse. Il faut que vous alliez, vous allez tracer votre voix dans l'interview. Et il a vu juste parce que... C'est ce que vous avez fait. Oui, c'est ce que j'ai fait, mais oui, bien sûr. Au cours de votre carrière, on peut dire que vous allez surtout devenir cette spécialiste en effet de l'interview avec un style que vous qualifiez de sans aucun tabou. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cet exercice de l'interview, parce qu'on voit que vous allez notamment animer l'émission quotidienne qui est peut-être celle qui vous qualifie le mieux, je sais pas, vous allez nous le dire, une certaine idée de la France sur Radio Classique. Oui, pas que. Hein, pas que, bien sûr, parce qu'il y a eu beaucoup. Une certaine idée de la France, c'était plus plan-plan. Hein, c'était quand même le goût, votre goût de le goût de l'enfance française. Il y avait moins de punching ball que dans mes interviews. Sur RTL, à Europe 1, ou quand j'ai animé Je suis venez vous dire. C'était moi ce qui m'intéressait, enfin j'ai beaucoup aussi interviewé des hommes politiques, donc ce qui m'intéressait c'était vraiment de les pousser dans leur dernier retranchement. Alors quelquefois ça passait mal parce que ils considéraient qu'une fille qui n'avait pas beaucoup d'expérience et qui était très jeune n'avait pas à poser des questions. Alors, comme je travaillais beaucoup en amont et que quelquefois, on s'est permis de me dire « Ah non, ce que vous dites est faux, etc. » Et bim, je sortais ma fille et je disais « Non, vous avez dit en 1990-81 que... » Et là, ils étaient quand même assez surpris. Non, mais je vais vous raconter une petite chose, je vais faire une petite parenthèse. J'étais au Salon du Livre à Forêt, chez Gonzague-Saint-Brice, enfin la Forêt des Livres, en Touraine. Hein, c'est un événement qui date depuis à peu près 30 ans maintenant et qui est un événement très populaire parce qu'il y a 20 000 personnes qui viennent acheter des livres. C'est formidable, c'est vraiment... Gonzague-Saint-Brice disait que c'était le Woodstock de la littérature et tout. Et donc, j'ai animé un débat avec Pierre Assouline. Et un débat, donc il y avait Emma Becker pour son nouveau livre, Alicia Develay, Pierre Assouline, qui avait fait une sorte de livre, de recueil, comment bien écrire. Donc c'était beaucoup d'auteurs et tout. Et donc, alors moi, je les interviewais tour à tour. Et je dis à Pierre Assouline, alors, est-ce que comme Émile Zola, Pierre Assouline, c'est pas un jour... sans une ligne, c'est votre devise. Et là, il me rit presque à la figure. Il me dit, vous vous trompez. Je lui dis, non, je pense pas, c'est bien Émile Zola. Mais il y avait presque 300 personnes assises sur des chaises devant moi, donc je pouvais pas, j'avais pas le temps de... Je lui dis, je crois pas m'être trompée. Donc il m'a prise vraiment de haut. Et puis, à la fin de l'émission, on m'a fait passer un petit mot en disant, non, tu as raison. Alors, je me suis pas découragée, enfin... L'émission se terminait, j'ai pris le micro et j'ai fait une rectification en disant je tiens à dire, parce que j'ai toujours été rigoureux dans ma vie et comme journaliste, je me suis parfois trompée, mais là, force est de reconnaître que j'avais raison, cette phrase est bien d'Émile Zola. Voilà, c'est ce que je tenais à faire ce rectificatif. Parce que ça, je supporte pas. Surtout quand on prend les gens de haut. Enfin, surtout, tout le monde peut se tromper. Bien sûr. Mais on rabaisse pas les gens de cette façon. Bien sûr. Bon, écoutez, ce sont malheureusement des aléas du métier qui fait que vous avez totalement raison. Quand on voit quelqu'un qui est forcément beaucoup plus jeune que soi, on se dit mais qui est cette jeune personne pour venir me donner la leçon à moi? Et souvent, malheureusement, il est vrai que dans les interviews, on se retrouve confronté aussi à des réponses qui sont non, mais oui. Oui. Voilà, vous connaissez certainement cela. Bon, c'est une discussion qui concerne vraiment journaliste entre journalistes, mais
ce que je veux vous dire dans votre carrière, vous l'avez dit tout à l'heure, Florence Belkacem, il y a eu beaucoup d'interviews musclées, notamment avec des politiques de tous bords, des artistes, des écrivains, des acteurs de la société civile. C'était notamment pour la presse écrite, VSD, avec ces entretiens sans concession, sans phare, bien sûr. Est-ce qu'il y a un moment, j'ai envie de dire, un échange particulier avec une personne où, à l'époque, vous vous disiez, ces mots-là ne résonnent pas en moi, et avec le recul, vous vous dites, bah maintenant ça résonne, cette personne avait raison, un peu comme quelqu'un un peu avant, précurseur, dans l'anticipation. Et je me suis demandé pour vous qui avez interviewé beaucoup de gens, Oui. s'il y avait eu cette surprise avec le temps. À un moment, quelqu'un qui m'aurait Dit quelque chose. et je me serais remise ensuite en question. Non, où vous vous seriez dit, je suis pas forcément d'accord, je vois pas les choses comme ça, et avec le recul, cette personne avait tellement raison. Bah, j'ai souvent entendu dire il faut modérer votre Philippe Labro, votre tempérament fougueux. Avec Bernard Pivot, à un moment, j'avais peut-être fait usage de maladresse parce que je lui avais demandé si s'il soumettait de temps en temps ses questions à certaines personnalités pendant les interviews. Là, il était très très assez volcanique. Il était pas facile, hein. Il était assez nerveux quand même, hein, soupolait un peu. Et il m'a dit, comment osez-vous me dire une telle chose, etc. Bon, alors, en fait, après, j'ai appris à mettre un peu de l'eau dans le vin. Enfin, j'ai appris à me modérer. Mais on apprend, de toute façon, au fil du temps. Il y a une personne que vous avez interviewée il y a de nombreuses années, Florence Belkacem, c'était pour la 5. C'était Simone Veil. Et je me suis demandé, en regardant forcément votre parcours de vie, ce qu'aurait dit Simone Veil des heures que nous vivons. Si vous l'aviez interviewée dans cette émission, quelle idée de la France vous pensez que l'on a aujourd'hui, qui était une certaine idée de la France? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle aurait dit, même si c'est compliqué de faire parler les gens qui ne sont plus? Alors, oui, je l'avais sollicitée, hein, mais elle était déjà plus très bien, elle était un peu malade. Alors, Simone Veil, je l'ai pas vraiment interviewée je l'ai pas eu pendant 1 heure face à moi. Hein. Très peu, Oui, très peu, quand c'est même. les Cardisson. Est-ce qu'elle reconnaîtrait cette France? Enfin, cette France l'effraierait. Hein. Je veux pas non plus dire des banalités, mais c'est compliqué de se mettre dans sa tête. Mais compte tenu de la montée de l'antisémitisme, du 7 octobre, de ce Trump dont Jacques Attali dit qu'il est en train de reprendre des thèses hitlériennes. Oui, tout ça l'effraierait. Enfin, je veux dire, les zones d'ombre, elles retourneraient. Enfin, oui, ça appellerait, ça évoquerait à nouveau des heures sombres qu'elle a vécues. Ouais, je me dis, est-ce qu'elle aimerait revenir là? Non, pas vraiment, je ne pense pas. Je vous pose cette question à l'heure où notamment la France Insoumise expose le présentateur Cyril Hanouna grimé sur une affiche digne des pires campagnes antisémites de l'occupation. Alors forcément, on est en 2025, on se demande dans quel monde nous vivons. En tant que journaliste, vous, Florence Belkacem, vous avez décidé de raccrocher les gants, comme on dit il y a quelques années maintenant. Vous avez décidé surtout de vous consacrer à la plume, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en off. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur à cela? Alors le déclencheur, quand j'étais sur Radio Classique jusqu'en juillet 2018, et en fait j'avais perdu maman en 2013. Et j'avais besoin en fait d'écrire parce que j'ai eu une peine incommensurable comme beaucoup d'enfants, hein, quand on perd sa maman, et j'étais très attachée à elle, et j'ai pas du tout accepté sa mort. Je supportais pas, j'ai pas pu la voir morte. Enfin, ça a été horrible. Et en fait, le déclencheur, c'est que il y a eu une coccinelle le jour de son enterrement en Lorraine. Il faisait 5 degrés, il faisait froid, il pleuvait. Je me suis fait engueuler par le curé de l'église parce que je touchais les candélabres, les Christ, etc. Et on lui avait fait un parterre de pétales de rose, et qu'à un moment de la cérémonie, au moment où chacune de ses filles allait prendre la parole pour s'exprimer, une coccinelle rouge écarlate à 7 points
est venue se poser sur la rambarde du banc. Et c'est ma fille qui avait 9 ans à l'époque et qui m'a dit maman, qui m'a attrapée par le bras. La coccinelle est montée sur ma main, elle allait sur la main de ma fille, mon mari, mes sœurs, etc. Et pendant au moins, je sais pas, 8 minutes, le temps était suspendu, si bien qu'on s'est fait rappeler à l'ordre par le curé parce que évidemment on n'écoutait plus. Mais à aucun moment je me suis dit c'est maman qui nous envoie une coccinelle. Loin de moi l'idée que les défunts puissent envoyer des signes. Je n'étais pas du tout dans ce monde. Pour moi, la mort me faisait peur. J'ai un souvenir de mort, d'ailleurs, que Pauline raconte, si je puis me permettre, Tout à fait. dans le livre. Moi, à 9 ans, je perds mon oncle qui a 38 ans, qui meurt d'une rupture d'anévrisme, visiblement. Et le jour de son enterrement, il est beau. J'ai l'impression qu'il dort. On est dans Rimbaud. Et en fait, et on me pousse pour que je le voie et j'ai peur, donc je sors. Et puis ensuite, on le met dans le cercueil et je me retrouve dans le couloir de l'immeuble. Et là, je sais pas, j'étais toute seule et là, j'entends le cercueil arriver et puis des voisins qui ouvrent leur porte brusquement et qui disent viens, le monsieur appelait sa femme, viens vite, les croque-morts sont là. Et j'ai eu cette image mais qui m'a glacée de croque-mort, d'homme en noir avec ce cercueil qui brinque-ballait, qui n'arrivait pas à passer dans les étages, dans les escaliers. Et c'est ça l'image qui m'a à vie, qui m'a poursuivie, qui m'a hantée. Après, j'ai eu sans cesse peur d'être dans le noir, d'être dans une maison seule, etc. Jusqu'à ce que maman m'envoie des coccinelles. Et là, j'ai regardez la mort de façon poétique. C'est ça. C'est vraiment le sentiment qu'on a quand on lit votre dernier ouvrage qui s'intitule Cueilleuse de signes. Avant cela, et j'ai envie de dire qu'il y a ce premier ouvrage qui s'appelle Coccinelle, suivi de Ces libellules qui me font signe, où vous partagez vos rêves, vos angoisses, vos souvenirs de petite fille, des questions existentielles aussi. Et vous parliez de signes. Et puis il y a ce dernier livre que vous publiez aujourd'hui, toujours des livres autour de ce qui nous dépasse, on peut dire ça comme ça, Florence Belkacem. Et vous dites parfois des signes nous ouvrent une porte secrète et nous relient au monde invisible. Est-ce que vous estimez depuis cette année 2013 avoir ouvert cette porte, Florence Belkacem ? Ah oui, je crois, et je dirais même que j'ai ouvert la porte de l'espérance, parce que il est vrai que quand on croit en rien, quand on ne croit pas en Dieu, quand on ne croit pas dans une transcendance, quand on a... eh bien, la mort fait très mal. L'absence, la disparition. Il faut être très fort pour surmonter un deuil. Si on n'a pas d'espoir, si on se dit que finalement, après la mort, il n'y a rien, que c'est le néant, ça c'est très dur. Je vois dans les salons du livre des jeunes filles qui ont perdu leur maman, elles ont 15 ans, elles ont 18 ans, elles sont perdues, elles ne croient en rien, elles se disent mais non c'est terminé, etc. Et on n'arrive pas à se reconstruire. Donc alors moi c'est vrai que dans le livre je m'appuie sur le pari de Pascal, le pari de Dieu en fait. En fait, je fais un pari. Pascal disait, le philosophe Pascal faisait le pari de l'existence de Dieu. Il disait, si vous croyez en Dieu, si vous croyez dans l'existence de Dieu, vous avez tout à gagner. La résurrection, l'immortalité, etc. Si au final, Dieu n'existe pas, vous n'aurez rien perdu. Peut-être votre temps à faire des prières inutiles. Oui. Moi, je dis la même chose. Je fais le pari des signes. Je dis, on ne peut pas, Pascal il parlait de la raison raisonnante. La raison raisonnante ne nous démontrera jamais que des âmes, nos êtres aimés peuvent nous envoyer des signes. Tout à coup, un oiseau qui arrive, une plume qui tombe à vos pieds. On ne pourra pas vraiment le démontrer de façon concrète. Mais sur le moment, quand on y croit, eh bien, ça donne une force incroyable. Ça apaise. Ça illumine une journée. Moi, quand mes premières coccinelles de maman, je jubilais, j'étais extrêmement heureuse. Florence Belkacem, on va rentrer dans le détail une fois que le décor est posé dans un instant. Restez avec nous sur l'antenne de Radio J. Beaucoup de choses à voir avec Florence Belkacem pour cet ouvrage Cueilleuse de signes aux éditions Guy Trédaniel. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres. Restez sur Radio J. Radio J.
Cyrielle Sarah Cohen. Sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Tsahal a mené une frappe aérienne contre un centre de commandement du djihad islamique palestinien à Damas en Syrie en début d'après-midi. Partout où une activité terroriste sera menée contre Israël, le leader islamiste radical Mohamed Al-Joulani verra les avions de l'armée de l'air le survoler et frapper les cibles terroristes, a déclaré le ministre de la Défense Israël Katz. L'État hébreu a envoyé 10 000 colis d'aide humanitaire aux membres de la communauté druze qui vivent dans des zones de conflit en Syrie. Cette initiative ordonnée par le ministre des Affaires étrangères a été réalisée en coordination avec le chef spirituel de la communauté druze en Israël, mais aussi avec l'armée israélienne. Un cessez-le-feu temporaire en Ukraine, comme proposé par Donald Trump, n'est pas propice à un règlement durable du conflit, prévient le conseiller diplomatique du président russe Vladimir Poutine, Yuri Ushakov. Plus tôt dans la journée, les négociateurs américains ont atterri à Moscou. Le président des États-Unis a menacé la France et l'Union européenne d'imposer des droits de douane à hauteur de 200% sur leur champagne, vin et autres alcools si les tarifs douaniers de l'Union à venir de 50% sur le whisky américain n'étaient pas retirés. En France, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale présente sa candidature à la tête du PS pour rassembler le parti. Il est le 3e candidat à déclarer au poste de premier secrétaire après Olivier Faure, candidat à sa succession, et Nicolas Maillard-Rossignol, le maire de Rouen. Un mot de sport enfin avec du football et le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps qui a annoncé la liste des joueurs convoqués pour les quarts de finale de Ligue des Nations contre la Croatie les 20 et 23 mars prochains. Parmi eux, Kylian Mbappé qui est de retour sous le maillot bleu après avoir manqué les rassemblements d'octobre et de novembre. Merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Une pause et on revient avec mon invité Florence Belkacem et mes chroniqueurs sur Radio J. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À demain. Radio J. Bonjour, c'est Chirel. Nos héros ont tout sacrifié pour nous et le peuple d'Israël a une dette infinie envers eux. Pour Purim, en offrant 15 000 paniers Mishlochei Manot, nous soutiendrons 5 magnifiques projets de réhabilitation du Keren Or Kessaria pour nos 15 000 blessés. Grâce à Meir Panim, les paniers ne nous coûtent rien, donc 100% de vos dons iront pour ces actions. Alors ouvrez vos cœurs et achetez plein de paniers. Soyez généreux. Rendez-vous sur notre site kerenorkessaria.org ou envoyez un WhatsApp au 972 53 53 09 222. Am Israël Chai. Radio J. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Florence Belkacem, pour son ouvrage Cueilleuse de signes, sorti aux éditions Guitry et Daniel. C'est comme une suite, j'ai envie de dire, au précédent ouvrage, oscillant cette fois entre réel, rêve, surnaturel, ce qui nous aide, dites-vous, à maintenir un lien avec les êtres aimés qui ne sont plus. Après la mère, comme une suite, c'est le père qui est en jeu, le décès du père dans cet ouvrage, la disparition. Vous nous incitez aussi à prêter attention aux messages, aux synchronicités et aux présages qu'on nous adresse. Pour les sceptiques, tout d'abord, comment faire la différence entre ces trois choses, si je puis dire? On est tellement pétri aujourd'hui de certitudes scientifiques. Tout ce qui parle d'irrationnel, on a tendance à le chasser, à le repousser. Au début du XXe siècle, il y a eu cette croisade qui a été menée pour la rationalisation de la société. C'est Vinciane Després, une philosophe belge, qui a dit oui, au début du XXe, on ne pouvait pas avoir l'électricité et en même temps les esprits dans la même pièce. C'était pas possible. Donc,
Et je pense que comme on est dans une société aussi hyper connectée, on décroche aussi avec la vie réelle. Et donc on ne sait plus aussi, on a perdu notre propension à contempler aussi ce qui se passe autour de nous. Vous en parlez La beaucoup de la nature. contemplation. Oui, la contemplation, c'est-à-dire que je pense que le problème aujourd'hui, c'est que les gens sont complètement addicts à leur portable et ils préfèrent regarder un oiseau, une libellule sur un écran plutôt que de regarder, de prendre le temps de regarder une fleur qui pousse, Oui. un papillon qui vient voler sous vos yeux, etc. Et ça, je trouve ça terrible pour pour les années, pour toute cette génération d'enfants aujourd'hui. Je trouve que cette déconnexion avec la nature posera problème. Florence Belkacem, j'ai envie de dire que vous allez même encore plus loin parce que vous écrivez que toute tentative d'éradiquer la mort au XXIe siècle est aussi une forme de violence, pire, le signe d'une barbarie à venir. Et je voudrais des précisions sur cette pensée. Oui, parce que en fait, je pense que moi, j'ai fait un article sur pour un livre qui s'appelle, sur le nouvel humanisme qui regroupait plusieurs philosophes, etc. Et j'ai dit qu'en fait, plus on se tournait, plus on savait se tourner finalement vers les êtres disparus, plus on avait de la compassion finalement pour l'humain. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une froideur aussi. On fait vraiment une frontière. On dresse une frontière entre les morts d'un côté, les vivants. Qu'adviendra-t-il des cimetières dans quelques années aujourd'hui? Alors, je critique pas ceux qui se font incinérer, mais quand vous allez dans un cimetière, vous avez quand même des histoires. Les tombes racontent des histoires. Moi, quand j'ai fait ce voyage en Kabylie pour la toute première fois là, à Béjaïa, on est allé visiter le cimetière catholique. Mon mari était dans le cimetière juif, on est allé, etc. Eh bien, les tombes évidemment étaient fracturées, mais il reste quelque chose. Il y a encore, il y a des œils, vous avez encore des personnages, des visages qui sont là. Et je me disais, cette désolation. Alors le cimetière, quand même, on sentait que ceux qui tenaient, les gardiens des cimetières étaient respectueux. Ils avaient essayé de recoller les couronnes. Enfin, tout ça était quand même... Mais les cimetières étaient quand même dévastés. C'était une désolation terrible. Ce que vous nous dites en bas-fond comme ça, Florence Belkacem, c'est qu'il faut aimer la mort pour apprécier la vie quelque part aussi. C'est un petit peu ce trait derrière ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut la respecter, la mort, pour prendre conscience de ce qu'est la vie, comme prendre conscience du passé, des affres de l'histoire, pour mieux pouvoir avancer, si je puis me permettre. Parce qu'on est aussi porteur d'une mémoire consciente ou inconsciente. Et puis dans la transmission ensuite, parce que finalement, on hérite. On est inconscient de certains gestes qu'on peut hériter de ses parents, de ses arrière-grands-parents, etc. De mots, de phrases, de réflexions. Je pense qu'on est façonné. Finalement, on se croit totalement quand même libre, mais on est pétri de toutes ces mémoires. Je pense de beaucoup de mémoires. Florence Belkacem, certains diront que c'est le hasard ou des coïncidences. Dans votre histoire, en tout cas l'histoire de Pauline racontée dans cet ouvrage Cueilleuse de signes, il y a quand même beaucoup de signes. On peut se dire, et si je me faisais l'avocat du diable, je dirais que peut-être le désespoir nous fait voir ce qu'on a envie d'imaginer, mais il faut avouer en lisant votre ouvrage qu'il y a quand même beaucoup de choses assez incroyable. Un pigeon émissaire de votre maman, un chaton qui vient vous demander de l'affection et vous ramène à la vie après la vision de la mort et qui peut-être finalement est une réincarnation ou du moins ce que vous appelez par un autre mot que j'ai trouvé extrêmement intéressant puisque je n'en avais absolument pas conscience, c'est le fait que une âme peut se perdre dans un autre lieu que là où elle est née, c'est-à-dire dans le corps d'un animal potentiellement. Oui. Et je ne parle pas de réincarnation. Non. Pas de métempsychose, attention. Voilà. Oui, vous évoquez la mort de papa et ce petit chaton Mojo, en fait, qui est une fille. Je croyais que c'était un petit garçon. Et quand dans les derniers jours de la vie de papa, ce chat était né et il allait tout le temps sur le lit de papa. Enfin, et je sentais que papa, ça lui faisait du bien, etc. Et ce petit chaton, oui, quand papa est mort, ce petit chaton est venu le jour de sa mort ronronner, enfin sur mes genoux.
Et je n'ai pas pu quitter ensuite la maison sans rapporter ce petit chaton, alors que j'avais déjà 2 chats. Et en fait, alors attention, hein, je dis pas que les âmes des défunts sont dans les animaux. Hein, c'est pas de la réincarnation, c'est pas de la métempsychose. Mais j'ai retrouvé dans ce petit chat, dans Mojo, beaucoup de l'esprit de papa, ce côté généreux, égalitaire. Je te fais un câlin à toi et j'en fais un autre. Je me permets de dire quand même à nos auditeurs qui n'ont pas lu le livre que ce chat appartenait à votre père sur un temps très court, que vous l'avez adopté et que vous retrouvez en lui beaucoup finalement de son caractère, de qui il était, de plein de petits détails qui vous font penser que. Mais encore une fois, ce n'est pas persuasif de dire ça, Florence Belkacem. Et dans votre ouvrage, il y a beaucoup, beaucoup de détails, notamment quand vous allez sur cette tombe, vous vous rendez compte que vous venez voir une tombe complètement par hasard et que la date de naissance n'est pas anodine, qu'elle résonne dans votre vie. Il y a aussi le nom de famille de votre mère écrit à la main sur un mur lorsque vous voyagez, une photo qui s'intitule « Le charme de l'au-delà ». Les 2 biches qui amènent vers un chemin bien précis, des dominos et surtout un scarabée qui vient encore une fois titiller vos origines, vos ancêtres, le passé. Peut-être que là, on est encore sur des mémoires transgénérationnelles, des choses un peu compliquées à expliquer pour certains. Mais en tout cas, dans votre vie, il y a eu beaucoup de signes qui font dire que les signes existent et qu'il y a peut-être un chemin de vie, une mission, un destin et qu'il faut savoir les écouter. Oui. Les voir. Les voir. Et les regarder. Il faut être capable d'ouvrir son esprit. Voilà. Et ça, c'est très important. Mais c'est-à-dire que... alors, moi, je pense que quand des signes, quand il y a une répétition de signes, ou de hasard qui se répètent, quand le hasard insiste, parfois, je me demande si ce hasard, on ne peut pas l'appeler destin. Si finalement, on n'a pas une destinée. Spinoza disait les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs désirs, mais ignorants des causes qui les déterminent. À l'inverse, Jean-Paul Sartre disait non, c'est trop facile de dire l'homme est condamné à être libre et c'est trop facile de trouver des raisons, d'invoquer le déterminisme. C'est une forme de lâcheté et c'est ne pas assumer ses responsabilités. Moi, force est de constater que je pense que il y a des indices alors je sais pas qui, la vie, la nature, a mis sur mon chemin. Et finalement, je suis en train de voir que ça a un certain sens. Je voudrais juste donner l'exemple du domino. En fait, dans le livre, Pauline raconte ce voisin qui lui remet un domino. Il l'a trouvé à la sortie du théâtre. C'est une très jolie pièce qui date des années 50-60. Un grand domino avec un point à gauche et 3 points de l'autre côté. Et donc, il lui remet ce domino. En fait, on me l'a remis. Ce voisin m'a remis ce domino. Et sur le moment, je n'ai pas compris en me disant, tiens, ce domino est resté dans mon bureau longtemps. Et puis, quand j'ai fait ce premier voyage en avril dernier en Kabylie, à Béjaïa, on a été invité, alors c'est la période du Ramadan, et on a été invité à 2 fêtes, où il n'y avait que des femmes, mais des femmes très habillées, qui sortaient comme ça, pas du tout voilées, hein, rien du tout, parce qu'en Kabylie, ils ne sont absolument pas voilés. Enfin, les femmes ne sont pas voilées. Et donc, mon mari, le lendemain, au déjeuner, a demandé au serveur, mais dites-moi, les femmes, elles sortent souvent sans leur mari comme ça? Alors il a dit oui, elles adorent, parce que les maris, eux, ils adorent jouer ils adorent jouer à la belote, et puis surtout ils jouent au domino. Ici, c'est une institution, le domino, depuis la période colonialiste, etc. Et mais j'étais en train de manger et tout à coup, et j'ai dit, vous avez domino? Et tout à coup, me sont revenues dans mon esprit les images de papa en Lorraine avec mes oncles attablés en train de jouer au domino. Et je dis, mais c'est incroyable et tout. Et le soir, nous sortons après le dîner et on voit dans les rues, là en Kabylie, alors là c'était en Grande Kabylie, des tablés de joueurs de domino, etc. Et en fait, j'ai vu, donc Pauline raconte qu'un jeune garçon de 18 ans est en train de gagner une partie, et le dernier domino, c'est 3 d'un côté, 3 points, et un autre de l'autre. Et en fait, je me suis dit, ce domino qu'on m'a remis devait me ramener en Kabylie. Il était écrit visiblement que je revienne en Kabylie. Et il y a
tellement encore d'autres signes. On ne pourra pas du tout tout dire forcément, Florence Belkacem. Il faut vraiment lire votre ouvrage pour bien comprendre. Mais en tout cas, ce que vous dites, encore une fois, vous parlez de contemplation, vous dites une pure introspection, la recherche d'un au-dedans plutôt que la quête d'un au-delà. Ça peut aussi être une des réponses quand on cherche des signes, se dire que même si on ne croit pas à l'au-delà, en dedans, il y a beaucoup de choses à aller voir et que cela génère aussi beaucoup de joie parfois d'aller voir en dedans. Je pense qu'on peut conclure comme ça. Pour ceux qui y croient ou ceux qui n'y croient pas, à eux de décider et de venir lire ce livre Cueilleuse de signes. Allez, tout de suite, David Schweger nous emmène au théâtre. Au théâtre. Bonjour David. Bonjour Cyrielle et bonjour Florence Belkacem. Bonjour. Alors, où donc vais-je nous emmener aujourd'hui, théâtralement parlant? Je me suis, comme à l'habitude, laissé guider dans ma quête par le parcours et surtout l'ouvrage de notre invité. Votre touchant roman, Florence Belkacem, contant l'histoire d'une héroïne à la quête de son parent disparu et faisant le pari des signes, comme vous le dites, a nécessairement emmené mes pas vers le registre de l'onirique, de la sensibilité, de la quête de sens. Et m'a conduit, non loin de chez moi, du reste, au théâtre de la Manufacture des Abbesses, où se joue pour quelques jours encore un très beau seul en scène touchant à la question, à l'instar de votre ouvrage, du sens même de la vie. Du reste, son titre à ce sujet est clair. Écoutez plutôt, le sens de la vie est-il un sixième sens ou le sens des aiguilles d'une montre? Forcément, on a envie d'avoir plus d'informations sur ce qui se cache derrière ce titre énigmatique. Eh bien, Cyrielle, derrière ce titre aussi énigmatique que poétique se cache un seul en scène de Gauthier Fourcade, qui a fait le pari audacieux d'interroger le sens de la vie et de sa propre vie depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère, accompagné, selon ses dires, d'un mode d'emploi. Mais ce mode d'emploi sert-il vraiment à quelque chose face aux imprévus et aux aléas auxquels nous confronte la vie? Cette vie peut paraître certes tel un immense jeu à l'enfant qui naît, mais sitôt venu l'âge adulte, quel devient son but? Où est passée la règle du jeu? Comment savoir si l'on gagne ou si l'on perd à ce grand jeu de la vie? Est-ce la religion qui va lui donner son sens ou la politique? Les paroles d'un chef? D'un iconique leader économique? Faut-il chercher un métier en quête de sens ou dans la voie du toujours plus? À moins que le sens de cette vie ne nous soit révélé par quelques signes pour suivre les intuitions de Florence Belkacem et ne nous soit donné sur une feuille d'arbre au milieu d'une forêt lointaine. C'est toute cette puissante et poétique quête de sens que l'on parcourt d'un pas léger et drôlatique avec le sémillant Gauthier Fourcade, en chef d'orchestre de ce parcours, visant à éviter la panne de sens, car privé de sens, que devient notre vie? Un mot sur la mise en scène, David. Bien sûr, Cyrielle, elle est très simple, à l'image du charmant théâtre de 120 places de la Manufacture des Abbesses, servant de havre aux élucubrations oniriques de l'acteur principal. Imaginez une sorte d'échelle de Jacob argenté à double hélice, menant vers les hauteurs de la réflexion et notre héros d'un soir vers les sommets de Dieu, stade ultime d'un sens possible. Imaginez aussi des boules de papier de grosseurs différentes répandues tout autour, servant à la fois à la représentation d'un cosmos de planètes et à mimer parfois des têtes humaines avec lesquelles Gauthier Fourcade entre en dialogue. Dans ce décor minimaliste, notre acteur se livre à un monologue d'excellente tenue, poétique et drôle à la fois, dont l'humour absurde et jouant sur les mots, plusieurs journaux d'ailleurs l'ont remarqué, n'est pas sans rappeler celui d'un Raymond DeVos. En conclusion, David Schweger. En conclusion, je recommanderais à tous, petits et grands, car c'est un spectacle accessible à chacun, d'aller accorder un peu de son temps à ce monologue de Gauthier Fourcade qui a le mérite, en ces temps troublés, de nous permettre de faire l'espace d'un soir une petite pause essentielle pour s'interroger sur la place cardinale que tient au cœur de nos existences le sens de la vie. Merci beaucoup, David Schweger. Je rappelle que le sens de la vie est-il un sixième sens ou le sens des aiguilles d'une montre se joue au théâtre de la Manufacture. Ce sera jusqu'au dimanche 16 mars. Allez, tout de suite, c'est l'édito de Madar. Le billet du jour. Et c'est l'heure de retrouver Samuel Madar, plus connu sous le nom de l'édito de Madar sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous nous parlez de Cyril Hanouna. Qui pourra encore sérieusement se regarder dans le miroir en votant pour la France Insoumise? Mardi dernier, la bande à Mélenchon a franchi un nouveau palier dans l'abject. Une affiche pour une manifestation qui représente Cyril Hanouna affublé des pires stéréotypes antisémites. Une véritable image nauséabonde. Le nez allongé, l'air menaçant, la mainmise supposée sur les médias et la politique. Il ne manquait plus que des griffes acérées, prêtes à s'emparer du monde pour compléter ce portrait immonde. Car cette image en rappelle furieusement une autre.
celle du Juif éternel, le célèbre et répugnant film de propagande nazie de 1940, directement supervisé par Hitler et Goebbels eux-mêmes, et dont l'objectif, clairement avoué, était de préparer l'opinion allemande à la solution finale. Voilà où on en est. Et le plus pervers dans cette histoire, c'est que cette affiche prétendait lutter contre l'extrême droite, contre ses idées, contre ses relais. C'est l'inversion accusatoire dans toute sa splendeur. Le voleur qui hurle au scandale en plein flagrant délit. Alors forcément, la France insoumise est loin d'en être à son premier coup d'essai, on se doute bien, on l'a vu, Samuel. Non, l'antisémitisme chez la France insoumise, ce n'est pas une erreur de parcours. C'est une ligne directrice. Et quand on les accuse, ils disposent d'une stratégie bien rodée, avec 2 boucliers. Le premier, se cacher derrière la cause palestinienne. Mais avec cette affiche, ils ne peuvent pas. Mauvais alibi. Deuxième bouclier, nous n'avons jamais été condamnés, donc nous ne sommes pas antisémites. C'est un peu leur totem d'immunité, comme si l'antisémitisme était seulement et uniquement une question judiciaire. Mais alors, peut-on être antisémite sans être condamné ? L'antisémitisme n'est-il qu'un délit ? Pas que. Même si cette fois, il faut que la justice œuvre, et pour de bon. Regardez l'affaire Valeurs Actuelles. Quand le journal avait caricaturé la députée insoumise Danielle Obono en esclave, la justice n'a pas hésité. Condamnation immédiate. Alors, pourquoi ce qui était inacceptable hier deviendrait soudainement tolérable aujourd'hui ? Parce que la cible s'appelle Cyril Hanouna et non Danielle Obono ? Si la justice est tellement aveugle qu'elle ne voit rien, alors l'opinion publique, elle, a un devoir. Ouvrir les yeux et les ouvrir très grands. Il faut également souligner que la France insoumise a retiré cette publication pour la remplacer avec une autre photo de Cyril Hanouna. Oui, une photo de lui en blond. Si j'étais mauvaise langue, je dirais que c'est pour mieux représenter la race aryenne. Je plaisante qu'à moitié. Avec les insoumis, tout est possible et tout ce qui devrait être impossible le devient aussi. Mais alors, comment expliquer que les insoumis ont supprimé la publication d'origine ? 2 explications. Option numéro 1, c'est un aveu. Leur campagne antisémite immonde était plus voyante que prévu. Impossible à défendre. Alors on efface. On fait semblant. On tente de passer à autre chose. Ou bien, option numéro 2, cette photo, truquée pour rallonger son nez et lui donner un air plus menaçant, provient seulement d'une ignorance crasse. Un manque abyssal de culture, de repères historiques. Une faute politique d'une gravité inouïe. Dans les 2 cas, c'est extrêmement grave. Et personnellement, vous l'avez bien compris, j'ai ma petite idée sur la réponse. Alors, je repose la question, une dernière fois, en regardant droit dans les yeux tous ceux qui hésitent encore. Si vous estimez que cette affiche de la France insoumise est antisémite, et elle l'est, comment pourrez-vous encore voter pour eux ? Vous avez vu, vous avez su, et maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Merci beaucoup Samuel Madar, alias l'édito de Madar pour cet édito excellent, évidemment, comme toujours sur Radio J. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Évidemment, je suis tentée de vous demander une réaction après cet édito, Florence Belkacem. Oui, je dirais que vous avez fait un très très bon papier aussi. Je partage vos idées parce que c'est à vomir, franchement. Ces deux photos, c'est à vomir. C'est à vomir. On en est là. Triste France. Bonjour Christian Richomme. Bonjour Cyrielle. Bonjour Florence. Bonjour. Alors j'ai essayé, par rapport à une curieuse de signes, de recueillir vos signes. Et d'écouter cette émission et de voir tout ce qu'on pouvait en voir. Et de faire des similitudes un petit peu comme vous. Et vous avez fait un très bel hommage à votre papa et à votre maman. Vous nous avez dit qu'il est beau comme un Italien. Et il vous a donné le nom d'une ville italienne. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors il y a cette travailleuse, dès le petit âge, qui essaye d'être une journaliste, qui essaye d'étudier le monde, qui essaye de voir autour d'elle avec les animaux, avec la nature, et qui repère les signes autour de soi. Les couleurs, la météo, les lunes,
tous ces genres de signes que l'on peut voir, ces synchronicités. Et derrière, avec les événements de votre vie, il y a la quête du sens. Ça veut dire qui sommes-nous, où allons-nous, qu'allons-nous devenir, là, ici, maintenant et demain. Une façon pour vous de transcender peut-être des peurs et d'aller de l'avant, parce que vous êtes volontaire, comme vous nous l'avez dit, de vos 3 mots. Alors, cette curiosité, cette audace que vous avez eue aujourd'hui dans votre carrière, sans aucun tabou, pour ouvrir des champs justement, pour dépasser certaines frontières et voir ce que les autres ne voient pas. Jung disait, les signes sont là, visibles pour ceux qui ont appris à les regarder. Alors on voit aussi dans votre personnalité, dès votre jeune enfance, beaucoup d'empathie, de connexion à votre chat, connexion aux moineaux, connexion à la nature, connexion aux éléments, dans votre travail, connexion aux gens, dans votre travail de journaliste, et puis aujourd'hui connexion à quelle est cette vérité, quel est ce sens et ce que nous faisons aujourd'hui dans ce monde. Alors, justement, ce sens, c'est peut-être une frontière entre le réel et l'imaginaire, entre ce que l'on voit et notre inconscient. Alors, avec cette curieuse signe, vous essayez de nous faire regarder les choses autrement. Dans notre conversation entre nous et l'univers, il y a, comme vous l'avez dit, ceux qui recherchent des preuves. Et vous recherchez des signes. Et vous nous apprenez à regarder peut-être l'invisible, l'imaginaire, et toucher notre inconscient. Merci beaucoup. Un petit mot de la fin, une petite phrase, une petite pensée. J'ai été très touché parce que vous avez parlé de cette coccinelle. La coccinelle, c'est un porte-bonheur. C'est de l'amour, c'est de la sécurité. Ensuite, vous nous avez parlé de la libellule, qui est la légèreté, qui est l'éphémère. Aujourd'hui, vous serez qui ? Aujourd'hui, je serais qui ? Dans les insectes ? Non. Non, je suis déjà moi. Un moi qui a quand même beaucoup changé, qui a fait une grande avancée. C'est important d'être soi. Merci beaucoup, Christian Richomme, pour ce portrait sur l'antenne de Radio J. Notre psychanalyste, auteur et thérapeute que l'on retrouve sur richomme-psy.fr et tous les jeudis, évidemment, sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Florence Belkacem, merci beaucoup d'être venue nous voir sur l'antenne de Radio J aujourd'hui pour parler de cet ouvrage Cueilleuse de signes, sorti aux éditions Guy Trédaniel. Je n'ai pas eu l'occasion de tout dire, mais surtout dire que ces signes vous ont amené à connaître davantage votre histoire personnelle. C'est important de le signaler parce que c'est la chose principale qui ressort de cet ouvrage, que c'est un chemin, les signes évidemment, les signes de la vie tout simplement. Il y a quelques phrases à retenir dans votre livre. Tu n'atteins le bonheur que s'il est partagé. C'est une très belle phrase que votre père vous disait. Vivre de mort ou mourir de vie, comme disait Héraclite. Donnez toujours raison à votre sentiment à vous. Les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs désirs, mais ignorants des causes qui les déterminent. L'amour ne s'arrête jamais. Et pour terminer, l'espérance est la plus grande de nos folies. Je terminerai également par quelque chose, peut-être n'y avez-vous pas pensé, ou peut-être que si. J'ai remarqué un très grand point commun entre l'histoire de vie de votre père avec votre grand-mère, mais aussi celle d'Edgar Morin avec sa maman. Et je me suis demandé si finalement le fait de vous être intéressé à Edgar Morin ne vous avait pas aussi amené à ce chemin de vie, de découverte. On ne dira rien de plus. Les auditeurs viendront lire votre ouvrage pour savoir ce que vous dites aussi sur Edgar Morin. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Radio J. Merci à Hugo Davier pour l'aide à la préparation de cette émission. Et à lundi avec Laurent Pérez à 15h sur Radio J.